messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 et nous passons aussi en direct sur Info Télévision Cameroun. Alors aujourd'hui, nous sommes à Talent de Femmes. Talent de Femmes aujourd'hui reçoit une des femmes politiques, des femmes justement qui travaillent avec les associations, une femme aussi qui s'est fait parler d'elle, notamment dans le domaine du social, avec ses actes et ses actions qu'elle pose un peu partout. Elle voyage à travers le monde et même dans les 10 régions du Cameroun. Et aujourd'hui, elle viendra nous parler de ses activités, notamment ce qu'elle a l'habitude de faire tous les jours. C'est vrai qu'elle est une habituée un peu d'Info Télévision, mais néanmoins, on va toujours la recevoir aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons prendre la première phase. Alors, comme je vous disais d'entame, on va recevoir cette dame, et pas des moindres, qui parle beaucoup de politique, qui fait des analyses quelque part un peu concrètes, notamment sur notre société, et notamment aussi sur la situation des femmes. C'est pourquoi aujourd'hui elle a Talent de Femmes. Alors, on va vous présenter cette dame qui attend d'être justement entretenue par Odile Pahaye. Bonsoir, Madame Marie-Jeanne Abega. Bonsoir, Odile. Bienvenue sur Info Télévision. Merci de m'avoir convié à ce merveilleux plateau. C'est une première de vous recevoir sur notre plateau, notamment à cette émission de femmes. C'est vrai qu'on vous voit beaucoup passer dans d'autres émissions Info Télévision. Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Je sais que vous regardez beaucoup cette émission. Aujourd'hui, c'est vous qui avez justement la primeur. Oh, je pense que c'est une vitrine pour les femmes. Une façon de dire ce qu'on fait dans l'ombre, de faire connaître qui on est. Parce que lorsque nous passons sur le petit écran, on nous entend, on nous voit, les gens se posent la question de savoir mais d'où vient-elle, qu'est-ce qu'elle fait exactement, pourquoi elle prend de telle ou telle position. Donc l'occasion m'est donnée ce jour d'édifier l'opinion publique sur qui suis-je, et je profite de l'occasion pour dire bonjour à ma sœur aînée qui a tenu à m'accompagner ici, en la personne de Madame Mintanga Célestine, et à mon petit-fils Ndje Christian. Ils sont là en studio avec moi. Bienvenue en studio. Oui, Marie-Jeanne était accompagnée et elle est accompagnée de sa famille, comme d'habitude, savoir que c'est une femme quand même assez justement courtoise et peut-être aussi intransigeante lorsqu'il s'agit peut-être de la famille. Alors aujourd'hui, on va parler d'abord de votre parcours. C'est vrai que ici c'est un peu comme une tradition, on parle toujours du parcours, mais c'est à vous d'avoir ce loisir de nous parler de vous un peu. Bon, ceux qui sont assis un peu dans toutes les 10 régions, peut-être dans d'autres pays qui nous regardent actuellement, ils aimeraient bien savoir qui est Madame Marie-Jeanne Abega. Bien, moi je suis née à Nkole Basimbi. Vous savez que j'aime parler de mon village. Ah, bien entendu. Nkole Basimbi, c'est un village de l'arrondissement de Sa, dans le canton Ebombo. Je suis la cinquième enfant d'une famille et premier enfant d'une autre famille. Ça veut dire que j'ai deux familles, quoi. Et mes parents, ils sont déjà tous décédés. Ma soeur aînée est là avec moi. J'ai des demi-frères, j'ai des demi-sœurs. J'ai beaucoup de cousins aussi. Et j'assume beaucoup de responsabilités au sein de la famille et même dans la société et même dans le village. Et pour cela, donc, je suis à peu près comme un leader. En ce qui concerne ma famille, en ce qui concerne mon village, on m'a toujours sollicité pour des actions, on m'a toujours sollicité pour mon opinion lorsqu'il s'agit de prendre une position, alors de décider sur ce qui concerne la vie de notre contrée ou la vie de la famille. Bon, je sais que tu veux savoir... Tout à fait. Alors, vous êtes là, vous avez champ libre de nous dire un peu ce que vous faites au quotidien, comment est-ce que vous en êtes arrivé. C'est vrai, il faut rappeler que vous êtes membre du comité central de l'UNDP, enseignante, leader d'association, notamment la CSIDD, qui signifie Synergie citoyenne pour le développement durable. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable. Mais bref, on va en parler tout à l'heure. Alors, dites-nous un peu, comment a été conçue l'enseignante? Comment est devenue la femme politique? Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? On vous a vu très engagée pour la lutte contre le Covid-19. Bon, bref, dites-nous un peu, vous travaillez avec des enfants dans des camps. C'est vrai que vous avez beaucoup d'activités, il faut le dire. Hein. Bien évidemment, j'ai beaucoup d'activités et je n'œuvre pas rien que dans un seul domaine. En fait, je commence les actions dans la société civile concrètement en 1992. Lorsque je crée mon premier GIC, groupe d'initiative commune, j'étais dans un village et j'avais remarqué que les jeunes étaient désœuvrés et s'abandonnaient
à la drogue, au vol du petit bétail, au vol du vin de palme dans les troncs, dans les forêts, et peut-être au vol des colis de cacao pour se faire un peu d'argent, soit pour aller manger ou alors pour aller acheter des cigarettes et boire des sachets. Alors, j'étais donc dans ce village, le village de Massam, et je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose pour ces jeunes. Et tout le monde les considérait comme les enfants de mauvaise vie, mais moi j'avais pensé qu'il y avait quelque chose qui leur manquait. Donc il leur manquait une direction, et c'est ainsi que je les ai organisés autour d'un gîte. Nous avons commencé à cultiver de la tomate, nous avons cultivé du maïs, et puis sur les jachères, nous avons continué avec un champ d'ananas. Et aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes sont des grands planteurs. Ils ont fondé des familles, ils ont des maisons, ils ont des enfants dans les universités. C'était parti de rien, ils étaient considérés comme les rebuts de la société. D'accord. Et aujourd'hui, ils sont les responsables des familles, des gens sur qui les familles peuvent compter pour des actions concrètes ou alors pour des contributions lorsqu'il s'agit peut-être d'un besoin familial de grande envergure. Donc, c'est un peu ça. Et donc, lorsque je grandis donc ainsi dans les actions, dans l'entrepreneuriat, j'ai bénéficié d'un financement, d'un fonds européen. En ce moment, j'étais à ça. On appelait ça le FED, le Fonds européen de développement. Ils m'ont donné un financement, c'était pas en argent, c'était le matériel agricole. C'était pour booster ma production en termes de quantité de tomates que je produisais, en quantité de piments et quantité de gombo que je produisais. Donc, j'ai utilisé ce don toujours avec la même jeunesse, et nous avons produit beaucoup de tomates. C'était dans les années 96, on vendait beaucoup de tomates au marché d'une Founde et on vendait ces tomates localement. Donc, lorsque on faisait les récoltes, ça bénéficiait à tout le village, puisque nous qui étions les propriétaires du champ, on prenait les fruits qui sont encore bons et les fruits cassés, c'est ceux qui venaient nous aider à récolter la tomate qui en bénéficiaient, et ils allaient vendre le lendemain à ça, et ils avaient de l'argent pour s'acheter du savon. Donc on peut dire que vous êtes quand même fait beaucoup d'argent avec Cégic ou bien... Bon, ça nous a permis de vivre, et ça a permis à d'autres personnes de s'installer. Oui, Madame Marie-Jeanne Abega, qui parle un peu de ses débuts, notamment concernant l'entrepreneuriat féminin. C'est déjà quelque chose d'assez représentatif. Alors, nous allons lire un premier message. Adresse mes salutations les plus chaleureuses à Madame Marie-Jeanne Abega, avec qui j'ai contribué au matinal de BBC Afrique Radio de 2017 à 2020. Même si aujourd'hui je suis très occupée, j'aimerais la voir en chair et en os pour lui serrer la main, malgré nos divergences, notamment lorsqu'il s'agissait de notre chère patrie. C'est signé Solange Kakmeni Tokoto, je sais pas. Oui, le nom me dit quelque chose. Bonjour à toi, Solange. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'on parle là de politique, là, on parlait de BBC. Comment est-ce que vous en arrivez à la politique aujourd'hui? On sait que vous êtes quand même du comité central de l'UNDP, qui est l'Union nationale et démocratique du Cameroun aujourd'hui, qui est quand même un parti à ses côtés au Cameroun et qui a une très belle histoire aussi. En fait, on n'arrive pas en politique de manière hasardeuse. Il y a d'abord le passé qui te fait connaître et qui amène les hommes politiques à s'intéresser à qui tu es. Parce que dans la société civile et dans l'entrepreneuriat, on se fait un nom, on se fait des relations et on se démarque par l'activité économique. Tel a été mon cas et ma prise de position aussi lorsqu'il s'agissait, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, lorsqu'il s'agissait de prendre position ou alors de donner le point de vue sur un sujet qui concerne la vie d'une contrée ou alors la vie d'une tribu. Donc, j'étais dans beaucoup de mouvements, les leaders d'opinion, je travaille avec des leaders d'opinion. Bon, c'est ainsi que j'ai rencontré certains responsables de l'UNDP. J'ai d'abord rencontré un, j'ai rencontré un deuxième. Non, mais pourquoi le choix s'est porté sur l'UNDP? C'est ça que j'aimerais beaucoup plus savoir. Bon, on sait qu'il y a une multitude de partis au Cameroun. Mon choix ne s'est pas porté sur l'UNDP. Ah, d'accord. C'est les leaders de l'UNDP qui se sont intéressés à ma personne. D'accord. Bon, à l'époque, lorsque on me parlait de la politique, moi, je voyais autre chose. Moi, je n'étais vraiment pas intéressé. Je peux vous dire que jusqu'en 2017, je n'étais pas intéressé par la politique parce que moi, je ne regardais que le côté entrepreneuriat et le côté développement et les associations.
Donc, c'est à partir de 2017 là qu'on commence à me parler de politique, on me présente les enjeux en politique, on me dit tout ce que tu fais dans la société civile, tu peux le capitaliser en devenant membre de notre parti, l'UNDP. Donc, je vais profiter de l'occasion pour saluer mon leader politique, M. Maïdedi Saïdou, qui a pris vraiment de la peine. Et je ne vais pas oublier M. Mobitan Pierre-Paul et sa famille. Ce sont eux qui m'ont persuadé à entrer à l'UNDP et à devenir militante et à devenir la femme politique accomplie que je suis aujourd'hui. Oui, on sait quand même que Marie-Jeanne Abega, on vous a vu déjà dans plusieurs médias il y a quelques années, avec justement cette verve que vous avez, les analyses et puis la pertinence que vous avez quand vous défendez une idéologie aussi. Et aujourd'hui, on voit quand même l'UNDP qui est un parti historique. On a souvent l'habitude de dire que l'UNDP, c'est un peu une partie du RDPC. Est-ce que vous pouvez quelque part ici nous dire, donner votre avis, notamment concernant peut-être... Moi, je pense que chacun a son nom et chacun a ses idéologies. Oui. On parle de l'UNDP, Union nationale pour la démocratie et le progrès, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je ne vois pas en quoi il y a la ressemblance. Non, mais on disait souvent, c'est un allié quelque part un peu du RDPC à ce qui paraît, selon certaines estimations. Moi, je ne suis pas du même avis que ceux qui pensent que l'UNDP est un parti inféodé à un autre parti. L'UNDP a ses idéologies, l'UNDP a ses statuts et l'UNDP a ses objectifs. Et ce sont ces objectifs qui sont poursuivis. Nous avons fait le congrès tout récemment. Oui. Nous avons renouvelé la confiance à beaucoup de leaders au sein du parti. Et moi, j'ai bénéficié de la confiance de mon président national qui a fait de moi membre du comité central. Et je ne pense pas qu'il soit allé se faire dicter dans un autre parti politique pour venir implémenter sa vision du Cameroun. Sa manière de voir le Cameroun et sa manière de voir le devenir de notre pays, je ne pense pas. Parce que le parti s'est préparé avec, comment dirais, les textes, il y a eu les interventions des dirigeants des autres partis politiques ou alors leurs représentants. Chacun avait donné son opinion et chacun avait présenté ce qu'il pensait du Cameroun et ce qu'il pensait de l'UNDP. Et en le présentant, le RDPC dont vous faites allusion était présent et il n'a pas dit un seul instant qu'il est là parce que l'UNDP est un parti inféodé. L'UNDP est un parti à part entière qui fait ses preuves sur le terrain et qui est représenté à l'Assemblée nationale et au Sénat et qui contrôle une région. Lorsque l'UNDP contrôle une région, on ne dit pas que c'est l'UNDP, c'est la région UNDP-RDPC, c'est une région UNDP uniquement. Et ce sont les députés et les sénateurs UNDP. Alors, on a une autre réaction. Bonjour, que fait Madame Abega pour assurer la relève? Majesté Evina, beau-fils de Nkolem Basimbi. Oui, Majesté, bonne journée à toi et bienvenue. Et toi, tu sais ce que tu me dois. Je sais que ta femme, qui est ma fille, ma nièce, elle sait comment est-ce que nous faisons pour assurer la relève puisque nous transmettons les valeurs de l'entrepreneuriat féminin à ceux qui nous entourent. Et ça va bon train dans mon environnement social. Alors, on sait que vous êtes la femme politique quelque part un peu accomplie parce qu'on sait quand même, on a quand même vos faits d'armes sur le terrain. Aujourd'hui, on parle aussi de femmes entrepreneurs. Comment est-ce que vous percevez la femme entrepreneur au Cameroun? Moi, je crois que la femme entrepreneur elle est autonome parce qu'il ne faut pas toujours aller tout demander. Autrefois, on avait présenté une autre image de la femme qui était assignée aux tâches ménagères et qui était assignée à demander le savon de toilette, à demander peut-être 50 francs pour aller acheter du fil à tresser lorsqu'on se faisait les tresses avec du fil. C'est à ça qu'on avait réduit la femme. À un certain moment, avec l'émancipation, avec les conférences, avec les causeries éducatives, les femmes ont compris qu'elles pouvaient être utiles à la société en devenant elles-mêmes entrepreneurs et en employant les gens. Donc en s'autonomisant. Et c'est ce que font les femmes aujourd'hui. Et ça, moi, je crois en cette vision et je crois que c'est une bonne politique. Au lieu de réduire la femme aux tâches ménagères, au lieu de la réduire à la mendicité ou alors à déposer toutes les charges familiales sur l'homme, les femmes se sont démarquées par leur entrepreneuriat et ça va bon train. En dehors de l'éducation des enfants, nous faisons beaucoup pour la plus-value en matière d'économie dans notre pays. Alors, on voit les femmes, justement, dans l'entrepreneuriat se démarquer. On a vu le 13 octobre avec la journée de la femme rurale aujourd'hui, qui, quelque part aussi, se plaint aussi de ne pas avoir l'appui des pouvoirs publics. Est-ce que, selon vous, c'est une plainte qui peut être recevable ou bien la femme devrait toujours être autonome et peut-être faire des cotisations et puis se débrouiller toute seule?
Moi, je crois que la plainte est recevable. Les femmes ont besoin d'être accompagnées. Je dis déjà merci parce que les pouvoirs publics font beaucoup pour accompagner les femmes. Parce que déjà, avec le concept de 30% de femmes dans la représentativité, dans les organes de prise de décision, je crois que le processus est en marche. Et je vous ai parlé tantôt, je vous ai dit qu'en 1993, j'avais bénéficié d'un financement de l'Union européenne. Ouais. C'est toujours pour encourager les femmes à aller de l'avant. Et tout récemment, j'ai encore bénéficié d'un autre financement en 2000. Non, mais ça c'est Madame Marie-Jeanne Abega qui bénéficie des projets. Peut-être vous savez comment monter les projets. Mais celle qui est à la maison, qui peut-être n'a pas accès peut-être au digital, qui n'a pas accès peut-être à quelques 2-3 relations, comment elle se fait pour bénéficier de ces... Moi, je ne savais pas. Moi-même, j'étais comme celle-là. C'est-à-dire que je ne savais pas monter les projets. Et je ne pouvais même pas les défendre. C'est à force d'être dans les milieux, à force de côtoyer des personnes, les aînés qui ont fait leurs preuves dans la société civile, à force de les côtoyer, que moi j'ai appris à monter les projets, j'ai appris, n'est-ce pas, à rechercher les bailleurs de fonds pour certains de mes projets. Donc moi j'encourage celles qui pensent que le financement ira les trouver à la maison, à faire des recherches. Le financement ne va jamais chercher quelqu'un à la maison. C'est la personne elle-même qui cherche le financement. Oui, mais aujourd'hui, on voit des femmes quand même qui se sentent un peu lésées parce qu'elles ne savent pas comment faire. Et il y en a peut-être qui ne sont pas allées à l'école aussi, qui n'ont peut-être pas les bases, peut-être de pouvoir rédiger justement un projet, de présenter et de défendre le projet, comme vous le dites, parce que nous avons beaucoup d'organisations aussi qui appuient certaines entreprises. Mais si aujourd'hui, une femme qui est à la maison vous regarde et dit, tiens, voilà, il faudrait que j'apprenne, elles apprennent ça où? C'est pour ça qu'on se fait accompagner. D'accord. On n'a pas besoin d'être experte en projet pour bénéficier d'un projet. Les experts sont là pour accompagner même celles qui n'ont pas été à l'école. C'est pour ça que l'expertise est diversifiée dans beaucoup de domaines. Donc, la personne qui a le projet, une femme qui a le projet environnemental, n'a pas, par exemple, les mêmes besoins que celle qui a le projet agropastoral. Et dans l'agropastoral, il y a la diversification des... comment dirais-je? Il y a la diversification des produits. Oui. Donc, c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux exactement. Est-ce que tu veux te lancer dans la transformation? Tu cherches ceux qui font dans la transformation, ils vont t'édifier. Est-ce que tu veux te lancer dans la production des œufs? Tu cherches ceux qui ont déjà fait dans les œufs, ils vont t'édifier sur comment faire. Parce que il y a aussi des personnes qui recherchent des financements dans les domaines d'activité dont ils ne maîtrisent pas les enjeux. Oui. Il faut toujours savoir maîtriser l'enjeu de ce que tu veux faire avant de t'y lancer. Si tu te lances dans le salon de coiffure, on te donne un financement pour ouvrir un salon de coiffure, tu ne sais pas coiffer. Tu ne sais pas gérer un salon de coiffure. Ce sont les coiffeuses qui vont se faire du beurre. Et si on t'a donné un argent remboursable, tu ne pourras pas rembourser et tu vas... Oui, c'est ce que le Fonds national de l'emploi a l'habitude de faire, de financer quelques petits projets, mais après le remboursement est succinct aussi. Justement, c'est pour cela qu'il faut être outillé en matière de gestion, en matière, en dehors du montage des projets, il faut savoir gérer le projet au quotidien et il faut savoir utiliser son environnement. Si peut-être tu veux lancer un salon de coiffure dans un environnement où les gens ne sont pas intéressés, par exemple, aux coiffures, tu te dis que, bon, moi, je vais mettre mon salon de coiffure pour faire des chignons. Moi, je ne fais pas des chignons, quoi. D'accord. Par exemple, moi... C'est la gestion des risques et puis l'étude des terrains. Il faut avoir les contours de tout ça, l'étude des terrains, l'étude du milieu. Où est-ce que tu vas positionner ton activité pour qu'elle te soit rentable? Si tu vas positionner ton activité dans un environnement hostile à cette activité, tu ne produiras rien et tu vas te retrouver toujours dans des problèmes. Donc, l'étude préliminaire est importante. Bon, ça c'est un conseil de Madame Marie-Jeanne Abega, qui est une entrepreneure qui a déjà plusieurs années d'expérience. Aujourd'hui, on a des femmes qui vous regardent, qui souhaiteraient peut-être devenir femme politique, femme leader, parce qu'il faut le rappeler, vous êtes aussi une leader d'opinion, et on sait que le leadership, c'est un peu justement votre tasse de thé. Alors aujourd'hui, on parle de leadership féminin, on parle de femmes politiques. Que pensez-vous des femmes politiques au Cameroun? Parce qu'on sait quand même, vous avez parlé tout à l'heure de 30%, peut-être la conférence de Beijing a eu lieu, on disait voilà, les femmes doivent occuper 30% dans le landerneau politique et peut-être même administratif. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est respecté au Cameroun avec la grille salariale qui, quelquefois, cause des problèmes, même en Occident? Moi, lorsque vous me posez la question de savoir ce qu'on pense de la femme politique, je ne peux pas me juger moi-même.
Parce que si je vous dis avec votre œil d'analyste, c'est pas Marie-Jeanne Abelga que vous allez juger. Non, quand vous voyez des femmes en politique aujourd'hui, il y a plusieurs partis politiques, il y a des femmes qui se démarquent dans plusieurs partis. Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, elles ont quand même le bâton de commandement ou bien est-ce qu'elles se démarquent, est-ce qu'elles font quelque chose qui impacte réellement la société, notamment le monde politique? Je voudrais dire que si je parle des femmes qui impactent le monde politique ou alors qui n'impactent pas le monde politique, il y a beaucoup de paramètres. Il y a par exemple ce que toi-même tu veux être en politique. Si tu veux être celle qui acclame pour les autres, tu vas acclamer pour les autres. L'occasion te sera donnée d'acclamer pour les autres. Vous êtes en train de dire quoi ici là exactement? Vous voulez dire qu'il y a des femmes qui sont là pour acclamer? Je veux dire que pour aller en politique par exemple, lorsqu'on se lance en politique, il faut savoir ce qu'on recherche, ce qu'on veut être. C'est pour cela que je dis, si tu veux être celle qui acclame pour les autres, tu vas acclamer pour les autres éternellement. Mais si tu as tes ambitions, si tu as d'autres ambitions, tu veux par exemple devenir maire, tu veux devenir député, tu veux devenir sénateur, tu veux devenir conseiller régional, tu vas travailler. Tu vas travailler pour te démarquer malgré l'environnement hostile, même si tu ne le deviens pas. Mais on saura quand même que tu avais fait tes preuves. Moi, j'ai été candidate à l'élection sénatoriale en 2018 dans un environnement où notre parti politique n'a pas d'électeurs sur le terrain, mais j'ai osé être candidate à l'élection sénatoriale. Et j'ai quand même remporté 13 voix. Pourquoi? Parce que j'avais osé. Donc, il faut être celle qui ose. Il ne faut pas être celle qui va croiser les bras et attendre qu'on va faire de toi député, on va te coller un nom, on va faire de toi la femme populaire ou bien. Non, c'est toi-même qui cherches tes enjeux et c'est toi-même qui te ferait ton environnement et ta popularité. Alors, je reviens toujours sur la question. Selon vous, quel est le pourcentage de femmes en politique qui se démarquent au Cameroun? Bon, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais je crois que les femmes se démarquent parce que nous avons les femmes maires, par exemple. Nous avons les femmes députées, nous avons les femmes conseillères régionales, nous avons les femmes ministres, les femmes PCA. Suivez mon regard. D'accord. Lorsque je parle, nous avons une plateforme des femmes en politique, par exemple la plateforme de More Women in Politics, où on retrouve... du professeur Justine Difo. Du professeur Justine Difo. On retrouve on retrouve toutes les compétences qu'on recherche et on retrouve les femmes qui ont fait leurs preuves en politique et qui continuent à faire leurs preuves en politique dans cette plateforme. Donc moi je crois que les femmes ne sont pas en reste et les femmes ne sont pas non plus lésées puisque nous continuons toujours à nous battre pour revendiquer et atteindre ce qui nous a été promis. Alors on va continuer en politique avec cette question, peut-être qui va un peu vous gêner. Est-ce que vous considérez que l'UNDP fait partie de l'opposition? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'UNDP est un parti d'opposition? Qu'est-ce qu'on appelle opposition? L'opposition c'est quoi? Selon vous, vous êtes journaliste. L'opposition, c'est parce que vous n'épousez pas les points de vue des autres. L'opposition ne veut pas seulement dire qu'on est opposé au RDPC. On peut aussi être opposé à un autre parti politique. Mais on n'a pas parlé de RDPC. Il n'y a pas eu de scission entre le RDPC, l'UNDP et un autre parti. Je parle de parti d'opposition. Non, les partis. Pourquoi? L'UNDP est un parti d'opposition. Vous n'avez d'accord, c'est tout ce que je voulais savoir. Justement, l'UNDP est un parti qui s'oppose aux idéologies, qui ne cadre pas avec ces idéologies. Ce n'est pas. Quand on parle d'opposition, ça veut dire que c'est un parti qui ne gère pas le pays. Nous ne sommes pas, c'est pas nous qui gérons le pays, mais nous faisons partie de ce gouvernement. Ça veut dire que nous sommes opposés au gouvernement, nous sommes opposés à ceux qui gèrent le pays quelque part. Nous ne sommes pas uniformes. Il n'y a pas une question de conformité, une question d'uniformité de façon de faire. Alors il y a quelque temps, il y a quelques jours déjà, il y a eu des membres de l'UNDP qui ont démissionné pour retrouver le parti au pouvoir, le RDPC, à Gaoundéré. En politique, le langage est variable. On peut démissionner aujourd'hui et ne plus démissionner demain. C'est tout ce que je peux vous dire sur cette question. D'accord. C'est vrai que vous n'allez pas vous épancher là-dessus. Alors, on va parler maintenant de votre association qui est l'association des synergies citoyennes pour le développement durable. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'environnement quand on parle de développement durable. Quels sont vos faits d'actes? Qu'est-ce que vous faites notamment dans cette association? Ça se passe comment exactement? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? C'est vrai qu'on vous a vu avec monsieur le sénateur Pierre Flambeau-Gayap, avec qui vous travaillez régulièrement sur plusieurs plateformes. Mais aujourd'hui, avec la CID, qu'est-ce que vous faites? Nous faisons dans l'environnement. Nous travaillons avec des partenariats. Nous avons un partenaire à Tchang, l'ADS, avec qui nous organisons régulièrement les séminaires
pour former la jeunesse et toute personne intéressée à la gestion des ordures, soit biodégradables ou alors non biodégradables. Oui. Donc, nous avons des projets environnementaux pour lutter contre la pollution et pour lutter contre il y a le réchauffement climatique, par exemple. Oui, il y en a la COP27 qui va se passer en Égypte voilà. Prochainement. Oui. Donc, nous travaillons dans ce domaine-là. Et nous avons beaucoup de jeunes qui ont été formés sur la production des pavés à base des matières plastiques, les matières plastiques de récupération. Nous en avons fabriqué à Tchang. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour dire un bonjour particulier à M. Désiré Ndjima, mon partenaire, il est à Tchang. Nous travaillons régulièrement ensemble. Et nous, en fait, c'est dans ça que nous nous déployons. Le traitement, la gestion des ordures, des déchets, des déchets. Voilà. C'est ce que nous faisons. Est-ce que vous sensibilisez les jeunes, parce qu'on sait que la population est quand même assez variée, notamment les jeunes aujourd'hui, qui quelque part peut-être ne sont pas éduqués à pouvoir... vous savez qu'ici au Cameroun, on n'a pas encore des sacs d'ordures. On sait que ça, c'est des biodégradables. Ça, c'est peut-être pour jeter le plastique, ou bien pour jeter le papier, ou bien peut-être pour jeter les épluchures, je ne sais pas moi, d'aliments. Comment ça se passe exactement? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes? Qu'est-ce que vous dites à la population? Vous les sensibilisez comment? De quelle manière? Ce que nous faisons, nous n'avons pas commencé à mener les campagnes de terrain. Ce que nous faisons, c'est la formation des élus. Comme celle que nous avons eue à Tchang, c'était pour former, nous avons formé les élus et les responsables des associations sur les techniques de tri. Les techniques de tri des différentes ordures. On leur a montré qu'est-ce qu'on appelle ordures solides, qu'est-ce qu'on appelle ordures biodégradables, qu'est-ce qu'on appelle plastique, et on leur a montré des types de plastique. Par exemple, la bouteille qui est devant moi, ce qui contient le liquide, ce n'est pas la même matière que le bouchon, par exemple. Donc, ce sont des spécificités qu'il faut connaître et comprendre. Donc, lorsque nous aurons fini avec les pères éducateurs, nous allons donc lancer les campagnes de terrain pour intensifier les causeries éducatives dans les zones pilotes que nous serons choisis. Alors aujourd'hui, on voit justement cette campagne qui a été menée il y a quelques années pour le plastique biodégradable. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est aussi un de vos axes de combat? Justement, c'est l'un de nos axes. Je vous ai dit tantôt que nous avons formé les jeunes à Tchang sur la transformation des déchets plastiques en pavés. Ça veut dire que nous sommes dans la même lutte, mais nos actions sont limitées. Et nous sommes aussi limités quelque part parce que nous travaillons avec des moyens limités aussi. Et c'est pour ça que nous ne nous déployons pas assez. Mais nous avons toujours la main tendue avec des projets que nous avons montés. Nous espérons que nous aurons un jour quelqu'un qui va s'intéresser à ce que nous voulons faire et qui va nous accompagner dans nos actions. On va avoir une réaction. Bonjour sur le plateau. Si on vous proposait de rentrer dans le parti au pouvoir, le RDPC, est-ce que vous accepteriez? J'ai mes convictions. Je suis à l'UNDP. Pour le moment, je ne suis pas gêné d'être à l'UNDP. D'accord. Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est l'UNDP et non le RDPC. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait toujours ce distinguo, parce qu'on sait que c'est quand même un parti qui est très connu à l'extrême nord et au nord, dans le Grand Nord, où justement, on voit justement les femmes grandissant dans ce parti un peu, qui a posé des polémiques à un moment donné aussi, avec l'avènement d'autres partis. C'est vrai qu'on ne va pas faire l'apologie des autres partis de politique. On sait qu'on en a quand même plus de 300 aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on va un peu retourner en politique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'UNDP peut se permettre de dire, tiens, voilà, d'ici quelques années, peut-être c'est nous qui allons remplacer le parti au pouvoir? Pour le moment, nous sommes en train de poursuivre nos objectifs sur le terrain, sans indexer qui que ce soit et sans s'attaquer à qui que ce soit. C'est l'avenir qui dira que ce que l'UNDP fera. Mais l'UNDP a ses projets et l'UNDP suit sa ligne éditoriale sans empiéter sur le domaine de qui que ce soit aussi. Alors aujourd'hui, s'il y a des femmes, par exemple, qui souhaiteraient peut-être travailler dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous leur conseillerez, notamment concernant peut-être le capital, concernant peut-être les secteurs d'activité? Je ne peux pas conseiller un secteur d'activité à quelqu'un. C'est chacun qui sait ce qu'il veut, et ce qu'il veut faire et ce qu'il aime. Si moi, par exemple, je ramasse les ordures plastiques pour transformer en pavé, c'est pas sûr que tout le monde se plairait à ramasser aussi les ordures dans les poubelles ou alors dans les caniveaux.
pour les transformer en pavés. Ça, c'est mon désir et j'aime bien le faire lorsque l'occasion se présente. Et d'autres vous diront qu'elles aiment beaucoup plus rester dans les bureaux climatisés ou alors, je ne sais pas, faire autre chose dans un autre domaine d'activité, par exemple la coiffure. D'autres vous diront qu'elles aiment l'agriculture, d'autres vous diront que... Les cosmétiques. Voilà. Donc les domaines sont diversifiés en fonction des désirs de tout un chacun. Mais je dirais qu'avant de se lancer dans une activité, il faut connaître les enjeux de cette activité et être soi-même renseigné et éduqué en matière de ce que vous voulez faire. Ne nous lançons pas dans ce que nous ne connaissons pas parce que ça peut nous coûter et nous entraîner dans d'autres problèmes. Donc il faut avoir non seulement les techniques de montage de projets, mais aussi il faut avoir des outils de gestion. Il faut savoir gérer son activité. Voilà, c'est vrai que vous avez commencé dans l'entrepreneuriat. Vous avez certainement eu des difficultés à un moment donné. C'était lesquelles? C'était quelles difficultés? Bon, il y a toujours des difficultés. Hein. Ouais. Et si quelqu'un vous dit qu'en entrepreneuriat, il a mené depuis qu'il a commencé à faire les activités, il n'a jamais échoué, c'est un menteur. C'est lorsqu'on échoue qu'on acquiert de l'expérience. C'est lorsqu'on échoue qu'on acquiert de l'expérience. Oui. Moi, j'ai fait par exemple dans les tomates, dans le piment et autres, il y a eu des moments où j'échouais. Tu fais un champ et puis tu arrives le lendemain, tu trouves que tout est mort parce que le sol a été maltraité. Ah d'accord. Oui. Ou alors, j'ai fait aussi dans la ferme, l'élevage des poulets de chair. J'ai élevé les poulets de chair. Il y a eu des moments où, en une journée, tu vas à la ferme le matin, tu nourris tes poules. Après, à 10 heures, le vétérinaire te dit que les poules sont malades. Le poulet est malade. Et si tu ne fais pas attention pour arrêter ça rapidement, en fin de soirée, tu trouves que tous tes poulets sont morts pour une simple question de négligence. Donc, si tu ne connais pas, si tu n'es pas entouré, par exemple, de l'expertise requise dans le domaine d'activité que tu t'es choisi. Donc, il faut s'attendre à perdre aussi. Hein. Il faut s'attendre aux pertes. Et ce sont ces pertes, justement, qui vous éduquent. Mais il y a des personnes, lorsque vous vous associez pour faire une activité, lorsque tu viens dire à la personne que l'activité connaît des pertes, ça devient un problème grave. Pour cette personne, tu ne dois pas échouer. Il faut justement échouer pour mûrir. Ça se voit aussi dans tous les secteurs de l'activité dans laquelle on travaille, hein, bien sûr. Hein. Il faut même dans le journalisme, même, je sais pas, même en politique aussi. Je sais que vous avez beaucoup échoué. Hein, l'échec fait partie des enseignements qu'un entrepreneur doit recevoir. D'accord. Si un entrepreneur n'a jamais échoué, n'est pas encore mieux. Notamment, même ceux qui donnent les financements, les crédits pour les activités, ils vous demandent si vous avez déjà échoué. Si vous lui dites que non, moi je n'ai jamais échoué, moi chaque fois que j'ai lancé ma bande de 1000 poulets, j'ai toujours eu mes poulets à 100%, c'est faux. Tu ne peux pas avoir les poulets à 100%. Même si ce sont les porcs que tu élèves, tu vas perdre au moins un porc. Ou alors il y aura au moins un porc qui sera ratatiné. Tu ne peux pas réussir à 100%. Si quelqu'un dit à son créancier qu'il réussit à 100% pour se faire de l'argent, et si le créancier donne de l'argent, ça veut dire qu'il n'est pas mûr, il n'est pas mature en matière de finances. D'accord, c'était justement un conseil de Marie-Jeanne Abega, mais avant de passer à la seconde phase, on va prendre une dernière question. Alors, est-ce qu'on va vous voir aux prochaines sénatoriales? Est-ce qu'on verra Marie-Jeanne Abega candidate? C'est mon secret. Ah, c'est le secret. Ah, le secret, il reste je ne livre pas pour le moment. Ne livre pas le secret. Alors, on va passer à la deuxième rubrique qui n'est autre que découverte. Bonsoir, Madame Abega Marie-Jeanne est une dame que je connais de très longue date. C'est une dame dynamique, elle est toujours à l'écoute de son entourage. C'est une enseignante pétrie de beaucoup de connaissances. Dans le domaine politique, elle est au service du peuple. Si aujourd'hui sa sphère politique pouvait s'élargir, beaucoup de personnes gagneraient derrière elle, car elle n'oublie personne. C'est Madame Sopme-Jona Farmilène. Je suis la voisine de Maman Jeanne Marie Abega. Comme vous l'avez dit dans votre titre, talent de femme. C'est une femme digne de ce nom. C'est une femme talentueuse. C'est une femme qui se met à la place de tout le monde. Elle résout le problème à autrui comme si c'était pour elle. Elle regroupe les enfants.
sa maison est toujours pleine des enfants, pleine de petits-fils. Une fois qu'elle rentre du travail, elle est toujours poursuivie par tout le monde. Donc, c'est une femme battante, c'est une femme de fer. C'est une femme qui sait faire son travail. Elle sait se placer à la place de tout le monde. Bon, en ce qui concerne son travail, elle sort tous les jours et rentre le soir. Moi, je suis sa voisine. Donc, en général, je sais c'est une très bonne maman. Elle prend une personne telle que tu viens. Elle sait se mettre à la place d'une personne. Donc, quand tu as un problème, tu vas vers elle. Ce qui est sûr, elle va trouver une solution à ton problème. C'est une maman qui aime bien partager. Elle partage beaucoup. Donc, c'est une maman heureuse. C'est une maman digne de ce nom, talent de femme. C'est comme ça. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire. Je suis là. Nous sommes là, nous vivons ensemble sans problème. Il faut savoir ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Quand on sait qu'elle n'aime pas telle chose, il ne faut pas faire ça. Sinon, elle va se fâcher. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est une maman, je suis avec elle depuis beaucoup d'années. Parlant même de sa gentillesse, il y a même mon fils qui a carrément fui la maison, qui se retrouve là-bas. Donc, quand on demande à mon fils, bébé Chris, tu es d'où? Il dit qu'il est Manguissa. Donc, directement, ça forme une famille. Donc, tellement la paix a régné que bon, l'enfant a choisi son côté. On le laisse aller. Puisque si l'enfant était mal à l'aise, il n'aurait pas signé dans la maison. Donc, c'est une femme talentueuse. C'est une femme digne de ce nom, talent de femme. Merci bien. Bon, bonne soirée à vous, madame. Alors, on a votre voisine, Madame Mylène, qui ne tarit pas d'éloges, notamment concernant justement votre accueil et puis ce côté social que vous mettez en exergue. C'est vrai qu'elle a parlé d'enfants, son fils il habite presque chez vous. C'est vrai qu'on vous a vu aussi il y a quelques temps avec des jeunes enfants dans des camps de vacances. Il s'agissait de quoi exactement? Bon, j'aime les enfants. Je me sens tellement à l'aise avec les enfants. Comme elle a dit, ma maison est vraiment pleine. Il y a des enfants que je ne connais même pas, mais qui sont toujours chez moi. Il y a même des moments où je trouve souvent les enfants en train de faire la cuisine chez moi, ceux que je ne connais pas. Et ils font même souvent la cuisine quand mes propres enfants même sont absents. Au point où un m'a demandé un jour que la mère, c'est toi la maman de Messi. Parce que moi j'étais rentrée de manière inopinée, je l'ai trouvé en train de préparer dans ma cuisine. Il prenait les denrées au frigo, il faisait tranquillement sa cuisine. Et lorsque je suis arrivé, il a vu une femme entrer, il demande, c'est toi la maman de mon ami? Parce que mon fils s'appelle Messina, il m'a donc demandé, ma terre, c'est toi la mère de Messi? Je suis passé, je n'ai rien dit. Donc, vous comprenez que ma maison, elle est ouverte. C'est l'aide sociale, hein? Bon, je ne sais pas. C'est la DAS chez Mme Marie-Jeanne Abega. Je ne sais pas ce qu'ils voient chez moi. Oui, la gentillesse, peut-être la convivialité aussi, la solidarité aussi. On va prendre un message. Bonjour Madame Abega, comment entrer en contact avec votre association Babette? Donc je ne sais pas, peut-être m'écrire et peut-être je vous passerai son contact. Voilà. Aujourd'hui aussi on parle de votre association. Est-ce que vous mettez beaucoup d'enfants? C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup plus d'enfants du camp de jeunesse où vous non, on peut en parler. Bon, oui. J'organise souvent les activités avec les enfants dans le cadre de mon association. Oui. Et parfois, je vais aussi chez mon amie, Madame Converse, qui aime aussi bien les enfants. Ah, Michel Converse, DC. Oui, elle aime aussi les enfants comme moi. Et c'est l'occasion pour moi de lui dire merci pour tout ce qu'elle fait à travers moi pour les populations de mon village. De la même manière que je dis toujours merci au président Dieudonné Mvan. Ah oui, le PDG qui nous regarde attentivement. Oui, alors voilà. Et il est une bénédiction pour les enfants de mon village, de la même manière que Madame Michel Converse. L'année dernière, nous avons distribué beaucoup de fournitures scolaires et ils y ont contribué beaucoup. Ils y ont beaucoup contribué. Et
Bref, je me sens à l'aise avec les enfants. On organise les activités, les colonies, on organise les centres aérés. Oui. Parce que nous pensons qu'il faut pérenniser la culture. Par exemple, dans mon village, nous parlons 2 langues. D'accord. C'est ce qu'on ignore. Dans mon village, nous parlons 2 langues. Et une de ces langues tend à disparaître. Moi, je connais la parler. D'ailleurs, je vais dire, si vous permettez. Bien sûr, tout à fait. C'est une de nos langues. D'accord. Et qui tend à disparaître. Et nous pensons qu'il faut faire ce transfert linguistique aux jeunes générations. Il y a par exemple l'artisanat, ce que nos mamans faisaient, tissaient les paniers, tissaient les balais, les pendentifs pour les maisons. On n'en fait plus aujourd'hui à base du raffia. Et nous pensons qu'en regroupant les enfants autour de certaines activités de vacances, on pourrait pérenniser ces connaissances. On avait dans ma contrée un orchestre traditionnel, on l'appelait Amour du pays. Il jouait vraiment au balafon, il interprétait beaucoup de morceaux. Aujourd'hui, avec sa mort, cet orchestre a presque disparu. Oui. Et plusieurs d'entre nous sont dans le regret. On s'est dit, oh, si on l'avait produit, oh, si on avait mis des enfants en apprentissage à ses côtés, on n'aurait pas perdu son talent. Comment faire donc pour préserver ce que Dieu nous a donné de naturel? Donc, moi, je pense que ça peut se transmettre facilement à partir des petits-enfants. Le retour aux sources. Voilà. Et moi, je profite du fait que les enfants soient attachés à ma personne. Comme ma voisine a dit, si vous arrivez chez moi maintenant, vous allez trouver au moins une vingtaine d'enfants. Donc, je profite donc de la présence des enfants autour de moi pour leur transmettre certaines valeurs. D'accord. Alors, nous allons prendre la vidéo suivante. Et c'est cette ambition doublée à ce courage qui lui ont valu d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Elle est très active dans les projets de développement et participe activement aux activités de la promotion de la femme, les activités génératrices de revenus, les activités politico-économiques qui ont pour soubassement le développement et l'évolution de la société. C'est une dame visionnaire qui s'est anticipée sur l'avenir. Elle est sur tous les fronts. Je l'encourage à persévérer dans cette voie de l'excellence au féminin en vue du bien-être des populations de notre localité et de sa réussite sociale. Je voudrais bien signer après cette vidéo que je suis son grand frère Mouda Didier, je suis conseiller municipal de la commune de Sa, en même temps professeur émérite. Je vous remercie. Alors, c'est votre cousin qui parle de votre vision. Il a parlé d'être femme visionnaire. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué le volet enseignante ici. Vous êtes enseignante... Je suis enseignante. Oui. Depuis 1987. De quelle matière vous enseignez où exactement? Je suis institutrice de l'enseignement général. Oui. Et j'ai continué à faire les études en psychopédagogie, donc en sciences de l'éducation. Oui. C'est ma profession de base. Oui. Et peut-être que c'est pour cela que les enfants sont toujours attirés par ma personne, mais parce que ça vient de loin. Et justement, parlant de ce cousin Mouda Didier, je veux dire que si je suis devenue enseignante, il m'a beaucoup encouragée. J'avais passé le concours pour aller suivre ma formation à l'école normale des instituteurs de Berthois. D'accord. J'ai refusé d'y aller. Et un mois plus tard, il m'a rencontré, lui étant à l'école normale supérieure, il m'a rencontré un matin au quartier. Il me baladait tranquillement au quartier, refusant d'aller suivre ma formation. Lui, il pensait donc que j'étais arrivé. Il me dit, tu es arrivé quand? Je lui dis, non, je suis pas encore parti. Il me dit, quoi? Tu n'es pas parti à Berthois, pourquoi? Je dis que moi, je ne suis pas intéressé. Il m'a dit, il avait deux enveloppes en main. Il n'y avait pas encore les téléphones. D'accord. Alors, il m'a dit, tu vois les 2 enveloppes que je porte là, je vais à la poste envoyer la lettre à notre frère, paix à son âme, il s'appelait Onana Michel, il enseignait à l'époque en Délélé. Il dit, je vais envoyer la lettre en Délélé pour que Michel vienne te donner l'argent de poche à Berthois lorsqu'il viendra au salaire. Et toi, tu me dis que
tu ne pars pas à Bertois. Il me dit que tu vas aller à Bertois ce soir. Merde. Comment je fais? Ma balade s'était aussitôt arrêtée. Hein. Oui. Et à l'instant, il allait au cours à l'école normal supérieur. Il n'est pas allé au cours. Il m'a dit que tu rentres là où tu habites, tu fais ta valise maintenant. Tu iras à Bertois ce soir. Aussitôt, il a convoqué une réunion de famille. Il a fait appel à tous les membres de la famille qui résidaient à l'époque à Yaoundé. Oui. On s'est retrouvés chez un de mes cousins, aussi père à son âme, il travaillait à la régie Fercam. Monsieur Ongolo, bienvenue. On s'est retrouvés là-bas. Oui, ce qui est devenu aujourd'hui Camara, il faut le Oui. rappeler. Voilà. On s'est retrouvés là-bas et le même soir, j'étais allé à Bertois. C'était comme ça que j'ai suivi ma formation et c'est comme ça que je suis devenue donc enseignante. Bah, il faudrait que vous le remerciez. Hein, Je sinon- le remercie, je remercie tous les jours et je ne cesse de faire ce témoignage. D'accord. Donc, comme il a parlé, il a eu l'occasion de présenter ma personne, je profite aussi de l'occasion pour dire à Mondo Vision que il est le pilier de ce que je suis devenue. Parce qu'il suffisait que je rate la formation, je ne serais pas devenue enseignante et une année plus tard, les concours de bourse se sont arrêtés. Je ne suis pas sûr que j'aurais encore eu la chance d'avoir un autre concours. Mais c'est grâce à l'amour fraternel qu'il m'a encouragé. Une autre personne m'aurait encouragé à ne pas aller à Bertois. Mais lui, il m'a dit, tu vas à Bertois. Il a pris son autorité. Je suis allé à Bertois. D'accord. Alors, on dit merci à monsieur Didier. Alors, on va prendre la vidéo suivante. Bonsoir à vous sur le plateau et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment également. Je suis Gaëtan Evans Zogo, je suis le fils aîné de Marie-Jeanne Abega et l'occasion m'est donnée ce soir de parler d'elle en 2-3 minutes. Ce que je pourrais dire sur elle, sur la femme que vous avez dans votre plateau présentement, c'est que c'est une femme au grand cœur. Oui, je vais le dire ainsi, c'est une femme au grand cœur. C'est une femme qui, elle est courageuse, elle est battante. Et parlant de battante, je vais vous dire, elle est vraiment battante. S'occuper de plusieurs enfants avec le statut d'enseignante que nous connaissons tous au Cameroun, ce n'est pas chose aisée, mais elle le fait. Elle l'a fait et elle le fait encore jusqu'à présent. Je dis qu'elle est battante parce que nous, ces enfants, nous avons l'habitude de nous demander, même si on a un salaire, si nous avons un salaire à la fin du mois, je dis bien si nous, c'est-à-dire elle, son salaire, nous on le prend comme notre salaire. Donc on demande, est-ce que nous avons un salaire à la fin du mois? Parce que nous savons que notre maman, elle est fonctionnaire. Mais l'étude que nous avons, j'ai envie de dire, menée, nous a montré qu'on n'a même pas de salaire. Mais la vérité, c'est qu'il y a des pensions qu'il faut payer. Des pensions qui s'élèvent à des centaines de mille qu'elle paye. Et ce n'est pas avec ce salaire-là, certainement. Ce n'est pas avec son statut d'enseignante, certainement. Tu comprends à ce moment que la femme que tu as devant toi, c'est une femme battante. C'est une femme qui ne laisse rien la stopper. C'est une femme que lorsqu'elle voit une porte qu'il faut ouvrir, qu'il faut cogner pour qu'on ouvre, elle va aller la cogner, quitte à ce qu'on la chasse. Et c'est quelque chose que nous, ces enfants, nous voulons également cultiver. Parce qu'on a compris que dans ce monde, si tu ne fais pas preuve de courage, il te sera difficile d'exceller ou d'évoluer. Aussi, je vais saluer la manière dont elle a éduqué ses enfants. C'est-à-dire, nous sommes croix. Il y a un respect parmi nos croix. Il y a une ambiance. Il fait beau vivre parmi nos croix. Lorsque nous sommes réunis, on dirait que nous avons tous le même âge. Or, il y a un aîné, c'est-à-dire moi, il y a celui qui me suit et il y a la dernière née. Et la vérité, c'est que nous ne sommes pas même pères. C'est-à-dire, nous sommes croix de deux pères.
Mais ce que je veux beaucoup plus souligner, c'est l'ambiance qui règne. Il est difficile aujourd'hui de voir des enfants qui sont de pères différents s'entendre. Et dans notre cas, si nous, on ne te dit pas que nous ne sommes pas même pères, tu ne croiras jamais. D'ailleurs, parmi nous, les 2 derniers, c'est-à-dire ceux-là qui me suivent, sont nés le 22 novembre. Donc, eux, ils se considèrent d'ailleurs comme des jumeaux. Et il y a une symbiose entre les deux, une symbiose que certainement, il n'y a que le Créole qui connaît d'où vient cette symbiose-là. Moi, ce que retenir d'elle, c'est son courage, c'est sa force, c'est sa détermination, c'est son caractère. C'est 2 en 1, c'est-à-dire femme et homme. Femme et homme. Marie-Jeanne Abega, ce que l'on peut retenir ce soir, c'est que c'est une femme qui a un cœur d'homme. Belle émission à tous et bien le bonsoir. Oui, ça c'est votre fils qui parle de votre témoignage, de ses frères, la gestion du quotidien et du salaire. Même il a parlé du salaire. Où passe le salaire à la maison? Parce que c'est petit. On ne vit pas de ça. On vit avec l'entrepreneuriat. D'accord. C'est ce qu'il voulait insinuer. Oui. Que si on comptait sur le salaire, on n'allait pas s'en sortir. Lui, il a parlé de grosses pensions. Tous ont fait des universités privées qui me coûtent. Et je veux dire que c'est la grâce de Dieu qui m'a amené, n'est-ce pas, à subvenir à tous leurs besoins. D'accord. On va prendre la dernière vidéo avant de continuer. Marie-Jeanne Abega, c'est ma mère, c'est l'homme dans la femme, c'est celle-là qui est toujours en train de prendre soin des autres. D'ailleurs, mes frères disent que je suis en train de prendre son caractère, je l'admire beaucoup. Bref, il y a tellement de trucs à dire. Elle aime prendre soin des gens, toujours après passer les autres avant elle. Elle est capable même de nourrir tout un quartier, même si elle dort en famille. Donc, des fois, les trucs comme ça m'énervent, mais bon, elle dit souvent que non, c'est pour le bien, on va toujours faire le bien, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est une femme bien. Donc, elle m'aide toujours quand je suis dans le besoin, quand je dois demander du mal, je veux l'argent après. Elle va un peu bouder, mais elle va toujours donner. Donc, je sais pas quoi. Donc, il y a tellement de trucs à dire. Sinon, c'est une bonne personne, elle est gentille, un caractère fort, mais bon, on fait avec. Alors, on parle justement de votre philanthropie. Vous êtes quand même assez philanthropique à ce qui paraît. Vous pourrez nourrir tout un quartier au détriment de vos enfants aussi. Lorsqu'il y en a, on donne. Hein. Ouais. Bon, c'est une déformation. Mes enfants me le reprochent souvent. Oui. Il y a des moments où, quand je voyage, je ramène les vivres. Avant même d'envoyer ce qui va aller dans ma cuisine, on déballe tout là et puis j'appelle les gens, venez prendre, venez prendre, venez prendre. Il y a des moments où ma fille elle dit, bon, maman, on espère que les gens ne viendront pas faire le marché ici à la maison aujourd'hui. Hein. Pas de marché, pourquoi? Parce que si, ils viennent se ravitailler. Si une personne, par exemple une voisine ou alors une amie m'appelle, me dit, bon, je n'ai rien à la maison, j'ouvre carrément le freezer, je prends soit du poisson, soit de la viande, la tomate et tout, même de l'huile, et puis même le complément. Alors pour ma fille, ça veut dire qu'il y a un supermarché à la maison où les gens peuvent se ravitailler, où les gens viennent souvent se ravitailler. Bref, pour moi, les biens matériels ne me disent absolument rien. Et moi, je pense que même si c'est un régime de plantain, on peut nourrir 10 familles avec, en donnant peut-être 1 doigt ou bien 2 doigts à chacun. C'est ce que je fais régulièrement. Il y a des moments où je vais à la maison avec les cartons de savon. J'étale les cartons de savon et puis je partage aux gens. Un jour, mon deuxième garçon m'a... On voit pourquoi vous réussissez en politique. Hein, ça, mon deuxième garçon, une amie m'avait envoyé 3 cartons de savon. D'accord. Et j'ai donc mis un carton à la maison et les 2 autres, j'ai partagé. Et le carton que j'avais mis à la maison, j'ai encore commencé à partager aux gens. Il a pris, il a caché, il a dit, maman, tu déranges déjà. Tu as déjà partagé 2 cartons de savon aux gens. Maintenant, tu vas encore prendre le dernier carton qu'on a gardé à la maison pour nous. Et il est allé cacher. Je lui ai dit, ah,
Comme moi, je suis en train d'aller au village. Moi, je voulais amener le demi-carton de savon là au village pour aller partager. Comme tu as caché, je m'avais acheté un carton. Justement, je voyageais avec sa petite soeur. Je me suis arrêté au marché central. J'ai acheté un autre carton que je suis allé partager. Et sa soeur allait lui dire que c'était peine perdue. Maman a acheté plutôt un autre carton de savon qu'elle allait partager. Donc, bref, des petits exemples du genre. Je me plais à donner. Oui, vous vous plaisez à donner. Alors, on va prendre la dernière partie de l'émission qui n'est autre que le quiz. Oui, nous sommes de retour dans ce talent de femme. Alors aujourd'hui, on reçoit Marie-Jeanne Abega qui nous a parlé d'elle, de son intimité, de ses actions sociales, peut-être aussi de son quartier où elle nourrit tout le monde. Mais néanmoins, on va lui poser des questions maintenant concernant les actualités qui se sont déroulées au Cameroun et peut-être dans le monde. Alors, il y a quelques temps, je peux dire il y a quelques jours, il a circulé sur le net ce communiqué, ce message qui était signé par un policier, un monsieur qui s'appelle au nom de Mpek Alain, vivant en Bodmaka, qui a justement mis sa femme et ses 3 enfants en gage contre 25 tonnes de cacao, notamment pour la culture du cacao. Alors, il y a justement le docteur Alain Martial Bilongo Noah qui a répondu: le corps humain est indisponible, il ne peut faire l'objet de sûreté. Par ailleurs, le gage ne s'applique pas aux personnes. Ce document est illégal et le policier peut être interpellé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse du docteur Bilongo? Moi, je crois que ça relève de l'ignorance et même de la pauvreté. Je ne sais pas ce qu'on a fait miroiter au monsieur. Oui. Il a besoin du capital et il s'est dit que pour montrer justement à celui qui est en face de lui qu'il est sérieux et qu'il ne peut pas détourner son argent, il s'est dit, bon, je peux même te donner mon fils et ma femme en gage. Mais quelle bêtise! Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse parce que sa femme est majeure, on ne peut pas aller la mettre en gage quelque part sans son consentement. Tout à fait. Et pourquoi aller mettre... Nous ne sommes plus au temps de la traite négrière. Le gage là, qu'est-ce qu'il entraîne? Lorsqu'il s'en va mettre sa femme en gage, ça veut dire que s'il ne paye pas, elle ira travailler pour rembourser de l'argent ou alors son fils ira travailler pour rembourser de l'argent. Je ne pense pas que les pareilles pratiques existent encore dans notre société ce jour. En fait, je pense aussi que parce que le document circule et parce qu'on a identifié clairement qui a authentifié le document et qui est l'initiateur du document, ces personnes devraient être interpellées pour se justifier sur cette question. D'accord. Alors on sait, comme vous l'avez expliqué, le corps humain n'est pas justement indisponible. Alors on va parler de femmes rurales, la journée de la femme rurale qui s'est déroulée le 13 octobre avec plusieurs activités. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé de l'autonomisation de la femme, fabrication des savons, du menthol, de la couture, entre autres, le cosmétique aussi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les femmes sont un maillon fort du Made in Cameroun avec justement cette autonomisation des femmes par rapport aussi à la journée de la femme rurale? Oui. Pour un rectificatif, la journée de la femme rurale se célèbre le 15 octobre. Le 15 octobre, d'accord. Oui, justement, il y a des petits métiers qui s'apprennent. On profite de la période de cette journée pour exposer ce que les femmes savent faire. Mais combien de femmes capitalisent ce qu'elles savent faire? Si on va limiter le 15 octobre à l'apprentissage, à la fabrication peut-être du menthol, ou bien du savon liquide, mais sans implémenter ce qu'on a appris pour rendre cela vendable. Parce que si on m'enseigne aujourd'hui comment on fabrique le menthol, et je ne peux donc pas continuer à produire ce menthol pour devenir autonome à partir du menthol, ça veut dire que je suis toujours à l'éternel recommencement. Non, selon vous, il faut des formations aussi, parce que par exemple, le manioc, il est transformé en plusieurs manières. Avec même, il y a même un whisky qui est fabriqué à base du manioc, il y a le bâton de manioc, il y a ce qu'on appelle communément le gari, le tapioca, il y a le pain, la farine de manioc. Est-ce qu'aujourd'hui les femmes, on peut se dire qu'avec cette journée, peut-être les femmes peuvent s'autonomiser d'une autre manière, vu qu'on n'a pas d'industrie au Cameroun aussi? Je suis en train de dire, nous disons la même chose. Je suis en train de dire qu'on ne devrait pas se limiter à l'apprentissage. On devrait se limiter à la pérennisation de ce qu'on a appris. Si on a appris à fabriquer du gari, il faut bien qu'on continue à produire du gari pour le vendre.
Si on a appris à fabriquer l'amidon, par exemple, il faut continuer à fabriquer l'amidon. Il ne faut pas aller fabriquer l'amidon le jour où on vous enseigne la technique et vous prenez votre bouteille qui a été produite ce jour-là, vous gardez, vous attendez encore le 15 octobre de l'année prochaine, en 2023, pour aller encore apprendre à fabriquer les galettes à base du manioc, alors à la base des patates. Après, vous venez, vous dites qu'on a fabriqué les galettes et puis ça s'arrête là. Il faudrait que les techniques, les transferts des compétences, donc les apprentissages, qu'on les transforme en produits vendables. On a appris à fabriquer du gari, il faut continuer à fabriquer du gari et à le vendre. D'accord. Et non pas apprendre pour garder peut-être dans son cahier. Bon, on nous avait enseigné comment on fabrique l'eau de Javel et puis on ne voit pas votre eau de Javel sur le marché. C'est vrai qu'il y a aussi ce qu'on appelle les études de faisabilité aussi, il faut travailler là peut-être dessus aussi. Oui, on commence toujours, on nous apprend les techniques. C'est pour ça que je disais qu'avant de se lancer dans une activité, tu as la technique de production. Maintenant, il faut savoir comment produire. Et on peut commencer de manière artisanale, peut-être à produire 10 bouteilles ou à produire 20 bouteilles, à les vendre et on se fait un petit capital. Maintenant, donc, on peut s'entourer d'une expertise pour produire beaucoup plus et pour voir comment gérer son entreprise grandissante. Alors aujourd'hui, on parle justement de production locale, du Made in Cameroun. On voit aujourd'hui la gastronomie camerounaise qui commence déjà à être un peu valorisée à l'extérieur. On a Thierry Niamen, par exemple, qui a NT Food Tanchi, qui justement il y a quelques jours donnait des cours à l'Université catholique de Paris où il a présenté son produit, comment est-ce qu'il a commencé. C'est quand même un géant camerounais de l'agroalimentaire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le Cameroun peut, avec la production locale, essayer de s'exporter un peu mieux? Nous sommes entrés dans la phase de l'import-substitution. Oui. Dans notre pays, nous accordons beaucoup plus de privilèges à ce qui vient de l'extérieur. Tout à fait. Pourtant, nous avons tout sur place. Il faut que les Camerounais apprennent à consommer ce qu'ils produisent. Si nous ne consommons pas nos produits, qui va les valoriser? Et vous avez parlé de l'agroalimentaire. Oui. Si nous ne consommons pas notre héros, et nous pensons que lorsqu'un étranger arrive au Cameroun, par exemple un Algérien, un Ivoirien, un Sénégalais, un Congolais, il arrive au Cameroun, vous dites, bon, on va te présenter les fricassés de poulet, on va te présenter le poisson à la basquaise, c'est ce qu'on va te présenter. Alors que quand nous allons chez eux, lorsque tu arrives, par exemple, en Côte d'Ivoire, on va te présenter à Tchéké, non? Oui, la Tchéké. On va te présenter à Tchéké, on va te présenter la sauce graine, on va te présenter le photo banane, le photo igname, on va te présenter le poisson piqué. Pourquoi nous, on ne peut pas présenter nos mets chez nous? Quand tu arrives au Sénégal, on te dit, on va te présenter le tchep djeng, le tchep yap, on va te présenter le yassa et que sais-je encore, le riz et tout ça. Nous aussi, nous devons faire la même chose. Ne pensons pas que le patrimoine culinaire que nous avons dans notre pays est des moindres, puisqu'il est diversifié. Oui. Il est vraiment diversifié. On peut le vendre partout dans le monde, surtout que nos mets traditionnels sont tellement bons à consommer. Oui. Comment on fait pour ne pas les valoriser? Lorsque tu vas chez les Congolais, ils vont te présenter le chikwang. Chakasaka. On te présente le chikwang. Pourquoi est-ce que nous ne présenterait pas notre bâton de manioc, par exemple? Tout à fait. Nous, si on doit présenter notre bâton de manioc, on doit présenter les ikwang, on doit présenter les mbongpem, le sanga, on doit présenter tout ça. Tout à fait. Le zom sans sel, on doit le présenter. Parce qu'il faut que ceux qui viennent chez nous subissent aussi ce que nous subissons chez autrui. Moi, je suis d'accord avec le Made in Cameroun qui prend, n'est-ce pas, de l'envol et qui ne cesse, n'est-ce pas, d'être posé sur la table, sur les tables des débats et des colloques internationaux. Oui. Moi, je suis d'accord avec la cuisine africaine commence déjà à prendre un peu d'ampleur un peu partout parce qu'il paraît qu'il y a par exemple des condiments africains qui commencent à être prisés un peu en Occident aussi. Nous avons beaucoup de condiments et je crois que le Cameroun a le meilleur poivre. Le poivre de Penja, je crois qu'il est le meilleur. Au monde, oui. Et nous avons beaucoup de diversité. Il y a les écorces que nous utilisons, les écorces du mbongo par exemple. Nous utilisons nos condiments traditionnels qui nous ont bercés dans la tendre enfance.
Nous découvrons les hybrides aujourd'hui, mais autrefois on préparait la sauce d'arachide avec le mesep. Je voyais souvent ma mère faire le ndomba d'escargot avec les zezang, avec le mesep, avec l'huile rouge d'ailleurs. Ça me fait même saliver aussi. Hein. D'accord, on est sur le plateau, on pense déjà à la gastronomie. Voilà. Alors, tout à l'heure, on parlait, peut-être, vous avez dit quelques phrases en une langue que peut-être je ne connais pas très bien. En langue tiki. Voilà, on parle de la promotion des langues aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit des jeunes enfants, des jeunes apprenants, étudiants, qui quelque part se sentent un peu lésés parce qu'ils n'ont pas justement accès à leur langue peut-être vernaculaire, leur langue intérieure, profonde aussi. C'est dû à quoi selon vous? Moi, je suis bilingue depuis la naissance. Mes parents m'ont enseigné 2 langues. Je parle couramment les 2 langues que nous parlons chez moi en Kolé Bassimbi. Et c'est ce que vous ignorez, que la Léké a ces 2 langues-là. Tout à fait. Et moi, je pense que on devrait accuser les parents. Nous devons communiquer dans nos maisons en notre langue. Même si c'est un mariage hybride où la femme est d'une autre tribu ou alors d'une autre région, chacun peut parler, les enfants peuvent parler les 2 langues, les époux peuvent aussi parler les 2 langues. Ça contribue à ce qu'on préserve le patrimoine naturel, le patrimoine culturel que nous avons. Mais si nous pensons que nous allons parler français à nos enfants et qu'un jour, par coup de bâton magique, il va commencer à parler le manguissa ou bien alors le leti, c'est que nous sommes en train de nous leurrer nous-mêmes. Donc nous devons commencer par parler nos langues avec nos enfants à la maison et encourager nos enfants à parler nos langues. Mais si nous les encourageons à parler français, parce que moi je connais des personnes qui ont honte de parler leur langue. Pourquoi est-ce que je devrais avoir honte de parler mon tiki qui me rend grande, qui fait de moi une femme bilingue depuis la naissance? Je me vante avec parce que j'ai les 2, je parle couramment les 2. Et sans compter les autres langues que j'ai apprises dans la mêlée. Donc, pour moi, je suis à l'aise parce que je parle beaucoup de langues. Et j'encourage aussi d'autres personnes à amener leurs enfants à parler beaucoup de langues. Moi, quand j'étais sur les bancs, quand ça me dépassait à comprendre en français, j'essayais de ramener le contexte en l'une de mes 2 langues pour mieux comprendre. Et ça fait que l'enfant peut réfléchir différemment dans beaucoup de langues à la fois et puis transposer ce qu'il a compris et ce qu'il a appris. Mais si tu ne parles que le français même que tu ne maîtrises pas, ça veut dire quoi? Finalement, tu n'es pas un être accompli. D'accord, alors on va prendre une dernière question. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que vous soyez très proche des enfants, étant enseignant déjà. Nous avons eu la jeune Cynthia Fianga, celle qui a défrayé la chronique qui a été arrêtée le 19 juillet dernier pour l'exposition des publications des vidéos obscènes qui a été libérée le 19 octobre aujourd'hui. On l'a demandé d'avoir un suivi de thérapie psychologique, psychopathologique dans une formation sanitaire de son choix. Alors, avec cette dérive-là, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que quelque part les enseignants et les parents ont peut-être fauté face à justement ce genre de dérive? Nous avons les phénomènes des réseaux sociaux et l'imitation bête. On imite ce que les autres font, on se dit bon, si j'adopte peut-être la nudité sur les réseaux sociaux, je vais être beaucoup plus suivi peut-être, je ne sais pas. Ou bien je vais être apprécié ou alors je vais être sollicité par les partenaires sexuels par exemple. Ça ne commence pas à devenir un phénomène extériorisé. Ça commence petit à la maison. Et c'est les parents qui devraient observer. Si tu as par exemple un enfant à la maison qui passe la journée à faire des photos, à poster ses photos sur les réseaux sociaux, ou alors à faire des manières, des grimaces, des courtes vidéos qu'il poste sur les réseaux sociaux à longueur de journée, il faut déjà arrêter le massacre. Mais si tu penses que toi tu ne suis pas les réseaux sociaux de ton enfant pour dire mais arrête le massacre, à un certain moment l'enfant va penser que parce que les gens viennent commenter, on te dit tu es belle, vraiment tu es sexy, vraiment je peux te voir, ou on te demande ton numéro de téléphone, tu penses que tu deviens populaire et un jour quelqu'un va te dire que envoie-moi ta photo nue parce que tu penses que lui va cacher cette photo. Parfois ça ne provient même pas d'elle, ça peut être d'autres personnes à qui elle a envoyé ces photos, qui les ont postées, et d'autres personnes qui créent aussi les faux comptes Facebook parce que à certains moments elle peut être victime d'un chantage. Peut-être elle a envoyé beaucoup de photos à un partenaire
Et le partenaire a créé un faux compte Facebook et a posté ses photos et on lui a attribué la paternité de ces photos puisque les photos sont d'elle. Elle ne peut pas nier la paternité. Donc, les parents doivent commencer à contrôler les réseaux sociaux de leurs enfants. Quelle est l'utilisation qui est faite par du téléphone de votre enfant? Vous ne voyez certainement pas tout, mais vous pouvez lire à travers les réseaux sociaux et voir à quoi tend le comportement de votre enfant qui est à la maison. On va accuser les enseignants, par exemple. Ce n'est pas l'enseignant qui donne le téléphone à l'enfant, hein, et ce n'est pas l'enseignant qui est avec l'enfant à la maison tous les jours. L'enseignant a peut-être 60 élèves devant lui. Il ne maîtrise pas les réseaux sociaux de ses enfants. C'est le parent ou bien alors les proches parents qui maîtrisent les réseaux sociaux des enfants et qui peuvent attirer l'attention des enfants pour limiter les dérives sur les réseaux sociaux. Oui. Ça interpelle non seulement les enseignants, parce que l'enseignant est là pour donner la leçon de morale, ou alors l'autre est là pour donner sa leçon de géographie, ou alors sa leçon de sciences naturelles et s'en aller. Il n'a rien à foutre avec l'éducation que vous avez donnée à votre enfant à la maison. Il va vous dire que son heure, c'est 1 heure ou bien c'est 2 heures. C'est pour dispenser son cours d'histoire ou alors son cours de géographie et remplir son cahier de texte. Mais quant à l'éducation, elle doit commencer à la maison et elle doit être rigoureuse à la maison. Est-ce que vous êtes pour ou contre les cours de morale, qu'on reprenne les cours de morale et d'éthique aux enfants aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les cours de morale et d'éthique avaient d'abord disparu? Ces cours ne devraient pas être pris à la légère. On doit plutôt les intensifier. Mais nous avons constaté que dans le suivi des programmes scolaires, si on dit le cours commence de 7h30 à 7h45, le cours de morale, à 7h, là, l'enseignant n'est pas dans la salle de classe. Hein. Oui. Et il va dispenser le cours de morale à quelle heure? On se dit peut-être que c'est des sous-disciplines. C'est le fait d'avoir considéré ces cours de morale comme des sous-disciplines qui nous rattrapent aujourd'hui. Voilà. Si on avait mis un accent, si on avait mis un accent sur l'enseignement de la morale et de l'éducation civique, on ne se serait pas retrouvé. Mais on a pensé qu'il fallait mettre un accent sur l'enseignement de la mathématique et du français dans les écoles. Mais il faut donc maintenant qu'on revalorise ces cours et qu'on les prenne au sérieux, que les éducateurs reprennent les valeurs éthiques d'avant pour mettre un accent sur l'enseignement de la morale. Parce que la société est dégradée aujourd'hui à cause du manque des cours de morale de manière intensifiée. Si vous arrivez, même d'autres personnes ne dispensent pas les cours de morale. Parce que si vous arrivez à 8h30, quand l'heure de la morale est passée, je vais vous dire que le cours le plus important, c'est la géographie, c'est l'histoire, c'est la science naturelle, c'est les mathématiques, parce que l'enfant aura 50 sur 20. Non. On doit revenir sur les valeurs morales. On doit revenir sur les valeurs morales. C'est la dernière phrase pour cette émission de Marie-Jeanne Abega. Mais avant de partir, elle nous dira quelques mots, notamment concernant l'entrepreneuriat féminin, concernant la femme politique qu'elle est, peut-être aussi donner un conseil à ses consoeurs qui la regardent ici. Face à la caméra, Marie-Jeanne Abega, vous avez la parole, le have the floor. Oui, je vais dire que pour l'entrepreneuriat, chaque femme doit apprendre à faire quelque chose pour ne pas dépendre des autres. Et lorsqu'on dépend des autres, on s'attire au mépris, on s'attire à la pauvreté même. Alors que lorsque on sait que tu es autonome, on va te respecter parce que à partir de ce que tu produis, tu vas être utile à ton entourage et on va te prendre au sérieux. Toi-même, tu vas te prendre au sérieux aussi, tu seras valorisé. Quant à mes consoeurs politiques, je voudrais dire qu'en entrant en politique, on doit avoir des objectifs. Qu'est-ce qu'on veut devenir en tant que femme politique? Si on entre en politique parce que le pain du parti politique est beau, ou alors on va souvent me porter dans le bus ou dans le car pour aller applaudir, vous allez demeurer pour applaudir et être sollicité pour des basses besognes, c'est-à-dire aller faire la foule et aller applaudir. Il faut avoir des objectifs et il faut être une femme ambitieuse et penser que je ne vais pas aller en politique pour être rien que pour aller voter pour les autres. Il faut aussi un jour avoir l'ambition d'être voté. D'accord, merci d'être passé chez nous. Ça a été un échange quand même assez fructueux et assez justement intense. Nous allons rester pour la suite des programmes avec Palabre des jeunes de la jeune Olga Bessala qui sera là avec ses invités. Restez de nôtres sur la chaîne de proximité pour le vivre ensemble. On dit merci à toute l'équipe technique. Merci à Dieu de Neveng. Portez-vous bien, passez un bon week-end. On se dit à la semaine prochaine.